Je profite aussi à passer les salutations et les remerciements aux collègues qui sont là. Certains, ils sont d'autres disciplines. Il y a M. Gueye en histoire géo qui est à côté de moi. Il y a M. Babacar Nia aussi qui est là, professeur d'histoire géo. Comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est mon jumeau, mon père. Il y a aussi un autre ami, frère, M. Diaw aussi, qui sert dans la dite discipline, que je passe mes salutations et mes remerciements du soutien. Parce qu'un soutien n'est pas toujours physique, un soutien peut être moral, un soutien peut être mental. Je remercie aussi mes collègues scientifiques, M. Ndiaye qui est là depuis tout à l'heure à modérer, M. Fall aussi, Modou, M. Ndiaye autre, Amadou, professeur de français. Et que quand je le remercie, M. Fall aussi, quand je le remercie, je sens quelque chose. Je sens qu'aujourd'hui, l'enseignement ne doit plus être centré. L'enseignement n'appartient à quiconque. Il suffit juste d'avoir la passion, l'engagement et la détermination. Et on en a, alhamdoulilah. On n'a rien dans la tête, certes, mais peut-être on a l'essentiel que l'on peut vous donner en tant que des frères et des sœurs. Et je magnifie leur présence. Je salue aussi M. Ndiaye, encore une fois, professeur de philosophie qui est à côté de moi. Un professeur pertinent, excellent, qui est aussi aujourd'hui venu apporter son soutien. Je n'ose pas parler de philosophie lorsqu'il est à côté de moi, mais il me sera obligatoire. Donc je pensais que je ne pourrais pas encore parler sans pour autant remercier ces gens-là. Parce que ce n'est pas évident de leur appeler ici sans leur rien leur donner et qu'ils nous soutiennent. D'accord. Je pense que comme ça a été introduit, M. Sow, il est en route. Hein? Comme ça a été introduit, on va parler de l'esthétique. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Introduction à l'esthétique. Parler de l'esthétique, chers élèves, c'est commencer par se poser la question qu'est-ce que l'esthétique? Mais en se posant la question qu'est-ce que l'esthétique, il y aura un constat que l'on va se faire. Le constat selon lequel que le mot esthétique est un mot récent. Pourquoi c'est un mot récent? Le mot esthétique n'était pas utilisé dans l'Antiquité. C'est après l'Antiquité que le mot esthétique a été utilisé par qui? En premier lieu par un Allemand qui s'appelle Baumgarten, dans son ouvrage intitulé Aesthetica. C'est par là que le mot esthétique a été en premier lieu utilisé. Mais si le mot esthétique a été en premier lieu utilisé par Baumgarten, auparavant, on parlait de quoi? Auparavant, on parlait simplement de la philosophie, de l'art ou de la réflexion philosophique sur l'art. Une manière de dire que l'esthétique pourrait signifier l'idée d'une philosophie de l'art ou bien l'idée de la réflexion philosophique que l'on a sur l'art. Donc, à la question qu'est-ce que l'esthétique, ne tardez pas à répondre que l'esthétique n'est autre que la réflexion philosophique que l'on a sur l'art. C'est une manière de vous montrer qu'il existe donc une différence entre l'esthétique et l'art. Et que si on parle de l'esthétique comme étant la réflexion philosophique sur l'art, que serait d'une manière plus précise un tel domaine, l'esthétique aura à être cette activité à travers laquelle l'homme vise le beau par l'intermédiaire de l'activité artistique pour exprimer ses sentiments, pour exprimer ses sensations. Raison pour laquelle donc quand on se cadre dans le domaine de l'esthétique, il nous sera donc évident d'essayer de répondre toujours à la question qu'est-ce que l'art? Quand nous nous posons la question qu'est-ce que l'art, nous allons nous servir de cette définition qui a été proposée par André Lalande dans son ouvrage intitulé Vocabulaire critique et technique de la philosophie, là où André Lalande va concevoir l'art comme toute activité de production du beau par les œuvres d'un être conscient. J'ai l'habitude de dire aux élèves que quand on essaie de se focaliser à cette définition et conception lalandienne de l'art, toutes les problématiques de la leçon sur l'esthétique ou bien des approches sur l'esthétique résident au niveau de cette définition. Quand nous commençons par dire toute activité, l'activité, comme vous le savez, elle n'est pas innée. L'activité, vous le savez, elle est acquise. Et quand elle est acquise, l'activité
peut émaner de la manifestation culturelle que l'homme se procure. Et que toute activité, si d'une certaine manière, est considérée comme un fait culturel, et que nous considérons l'art, d'après la définition de André Lalande, comme une activité, nous pouvons par là glisser pour dire que l'art serait une manifestation culturelle de l'homme. Et dire que l'art serait une manifestation culturelle de l'homme, c'est revenir dire qu'on n'est pas artiste, mais on le devient. Et si on n'est pas artiste et on le devient, et que l'art est une manifestation culturelle de l'homme, rappelez-vous, dans nature et culture, vos professeurs vous ont dit que la culture est une spécificité humaine. Et si la culture est une spécificité humaine, cette culture aura à tracer la différence nette entre l'homme et l'animal. Donc l'animal ne se cultive pas. Et que si la culture est une spécificité humaine, et que l'art pourrait être considéré comme un fait culturel, déduction, c'est que l'art donc est une spécificité humaine. Dire que l'art est une spécificité humaine, c'est dire que seul l'homme fait de l'art. Et cela se retrouve toujours dans la conception d'André Lalande, selon laquelle que l'art est une production d'un être conscient. Et que cet être conscient-là, si c'est celui seul qui est apte à produire une œuvre d'art, qu'est-ce que nous allons toujours retenir? Que l'art est le propre de l'homme. Et dès lors que l'art est le propre de l'homme, il y a d'autres êtres qui sont exclus du domaine de l'art, à l'exemple de l'animal ou bien à l'exemple du fou, entre guillemets. C'est une manière toujours, pour montrer la spécificité de l'art comme une activité humaine, de convoquer Anatole de France, lui, qui se moquait du chien de M. Bergeret, en disant que le chien de M. Bergeret ne se soucie pas de la beauté de l'or du soir qui est incomestible. C'est une manière, d'après toujours Anatole de France, de montrer que l'animal ne se soucie pas de la beauté. L'animal ne se soucie pas de la clarté de ce qui nous offre peut-être la réalité ou bien au-dessous de la réalité. Mais qui a tendance à se soucier de la beauté, c'est l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'être doté de raison, qui est l'être capable de cerner, de discerner et de concevoir en essayant d'apercevoir et de faire la différence entre le vrai du faux et le bien du mal. Et que quand l'on dit que l'art est toute activité toujours de production du beau par les œuvres d'un être conscient, on a dit que l'activité montre la spécificité, du domaine chez l'homme. On a dit que seul l'homme a pour mission, seul l'homme a pour faculté de procéder à l'activité artistique. Mais il y a quelque chose qui affecte d'une manière centrale cette définition d'André Lalande, c'est le concept du beau. Parler maintenant du concept du beau, c'est se poser deux principales questions, de savoir d'où vient le beau et où se trouve le beau. D'où vient le beau et où se trouve le beau. Quand je vous pose la question, d'où vient le beau et où est le beau, qu'allez-vous répondre? D'après vous, d'où vient le beau? Hein? Dans les yeux de celui qui regarde, d'accord. Où se trouve le beau? Dans l'objet regardé. Où se trouve le beau? D'où vient le beau? Est-ce que vous n'avez pas passé, vous tous, à côté? Quand on se pose ces questions, attention, d'accord, se poser la question où se trouve le beau et d'où vient le beau, c'est peut-être aller à la problématique du jugement esthétique, mais on n'en arrive pas par là. Parler de l'origine du beau revient à parler de là où se trouve le beau, là où on peut apercevoir le beau, là où on peut contempler le beau. C'est par là, peut-être, que l'on va concevoir l'activité artistique comme pouvant être une activité d'imitation, ou bien comme pouvant être une activité de recréation ou de création, comme on a l'habitude de dire. Mais parler de la thèse de l'art comme une imitation de la nature, c'est convoquer deux thèses qui se confrontent au niveau de cette même thèse de l'art comme imitation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on parle de l'art comme imitation de la nature, deux thèses se confrontent. Il y a une première thèse qui est dénommée la thèse essentialiste de l'art. Cette thèse essentialiste de l'art a été défendue par un philosophe essentialiste. Pourquoi? Parce que par essentialiste, on a quel mot? On a essence. Et que comme vous le savez, l'essence signifie ou renvoie à quoi? À l'au-delà d'une certaine manière. L'essence renvoie à cette entité où se logent les idées éternelles,
à cette entité où se logent les idées immuables, à cette entité où se logent les vérités définitives. Et que quand l'on parle de l'essence, et que quand l'on parle de ce philosophe essentialiste, forcément on va penser à qui? On va penser à Platon. Et que donc parler de la thèse essentialiste revient à convoquer Platon et à essayer de mettre en évidence sa conception par rapport à l'activité artistique. D'après cette thèse essentialiste, Platon, d'accord, certes, il nous montre que l'art est une imitation de la nature. Mais comme vous le savez, Platon dira que le beau est un idéal du monde intelligible. Pourquoi Platon conçoit le beau comme un idéal du monde intelligible? Parce que pour lui, comme pour son maître Socrate, les hommes ont vécu antérieurement avant de vivre cette vie du monde sensible, du monde de l'apparence, que Platon considère comme un monde de fausseté, d'illusion et de mensonge. Et que pour Platon donc, le beau réside dans le monde intelligible. Et dès lors que le beau réside dans le monde intelligible, l'artiste qui essaie de contempler le beau, l'artiste qui essaie de rechercher le beau dans son œuvre, doit impérativement, d'après Platon, quitter ce monde sensible, quitter ce monde des apparences pour aller rechercher le beau dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que d'après Platon, lorsque les âmes ont traversé le fleuve de l'oubli, elles ont tout oublié. Et pour se ressouvenir de cette beauté antérieure, il leur est impératif, il leur est nécessaire de quitter cette réalité mondaine apparente et aller essayer de contempler cette réalité antérieure. Et que comme vous le savez, l'homme, il est de deux dimensions. J'ai l'habitude de dire qu'il est d'une dimension spirituelle, il est aussi d'une dimension matérielle. Et que l'homme, quand il est d'une dimension spirituelle et matérielle, comme vous le savez, la dimension spirituelle est constituée par l'âme, c'est la substance. Là où la dimension matérielle est constituée par le corps. Et autant que l'homme est constitué de ces deux dimensions, à chaque fois, il essaie de les nourrir. Et comme nous le savons, le corps est nourri de deux manières. Le corps peut être nourri d'une manière ou bien de nourritures alimentaires, comme il peut être nourri de nourriture sexuelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme nourrit son ventre et son bas-ventre, il trouve la nécessité, il trouve l'évidence de nourrir son âme. Et que l'âme ne peut se nourrir que de la beauté. C'est la raison pour laquelle, d'après Platon, cette âme qui ne peut se nourrir que de la beauté, pour contempler cette beauté, il lui faut nécessairement quitter ce monde de fausseté pour aller comprendre cette beauté qui est dans l'au-delà. Et que de tout, cadrons-nous toujours à penser que d'après la thèse et la conception platonicienne, l'art est une imitation, mais une imitation de quoi? Une imitation du beau qui réside dans le monde intelligible. Il l'a dit, le beau est un idéal du monde intelligible. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, un idéal, on peut tendre vers, mais on ne peut jamais posséder de façon absolue. C'est une manière de vous dire qu'on essaie de glisser dans un autre terrain, de se renvoyer, mais en une petite parenthèse, de dire que d'une certaine manière, Platon est un peu conforme, je dis bien un peu conforme, par rapport à ceux qui défendent l'idée de l'art comme une transfiguration ou bien comme une recréation. On va en revenir. Mais toujours quand nous restons dans cette conception essentialiste qui défend l'idée de l'art comme imitation du beau, mais du beau du monde intelligible, Platon passe par là pour montrer qu'il y a des imitations différentes. Et quand il essaie de montrer qu'il y a des imitations différentes, il qualifie l'une des imitations comme une bonne imitation et l'autre comme une mauvaise imitation. Pourquoi? Parce qu'il dit que cette bonne imitation serait cette imitation que l'on se donne comme vocation de copier le beau qui se trouve dans le monde intelligible. Et cette mauvaise imitation est cette imitation que l'on s'est donnée pour vocation de copier la réalité sensible, la réalité apparence. Et c'est en distinguant, c'est en différenciant tous ces deux types d'imitation que Platon qualifie la bonne imitation comme le simulacre et la mauvaise imitation comme le symétria. Et que cette bonne imitation qui est le simulacre, qui est une mauvaise imitation ou symétria, et cette mauvaise imitation, d'après Platon, c'est l'imitation du monde sensible. Pourquoi? Parce que d'après tout ce que j'ai dit, vous allez concevoir avec moi que Platon critique le monde intelligible
Et que quand il critique le monde intelligible, pour le monde autant pour moi sensible, pour le considérer comme un monde de fausseté, et que c'est par là qu'il essaie de montrer que l'art qui imite, ou bien l'activité artistique qui se donne comme vocation d'imiter cette nature, serait une activité à critiquer. Pourquoi? Parce que l'art, par là, d'après Platon, serait une copie d'une copie elle-même. Et que cette copie que l'art copie est une copie imparfaite. Et que c'est là que Platon considère l'art comme étant au 3e degré de la réalité. J'en reviens. Il dit que l'art est une copie. Et que l'art, en étant une copie, l'art copie une copie d'une copie. Pourquoi? Parce que l'art copie la réalité du monde sensible et que, comme nous le savons, ce monde sensible est une copie du monde intelligible. Et pour Platon, autant que l'on copie le monde sensible, cette copie qui copie le monde sensible, qui est l'art, sera doublement imparfait parce que l'art est une copie de la copie d'après Platon. Et que cela part de la différence qu'il fait entre cette bonne imitation et cette mauvaise imitation. Mais toujours, parler de l'art comme bonne ou mauvaise imitation, c'est toujours se cadrer dans cette conception de l'art comme une imitation de la nature. Mais toujours, d'après, ou bien après la thèse essentialiste, il y a une autre thèse qui est la thèse naturaliste. Parce que, comme vous le savez, dans le fameux tableau de Raphaël, lorsque Platon pointait le doigt au ciel pour dire que c'est là où se trouve la vérité, Aristote, qui est son disciple, pointait le doigt en bas pour dire que c'est dans le monde sensible où se trouve la vérité. Et comme vous le savez, la tête de file des naturalistes, c'est Aristote. Et que pour les naturalistes, l'art est une imitation, mais une seule, simple et unique imitation que l'on va se faire en se donnant la nature comme modèle. Platon dit que le fait de se donner la nature comme modèle, c'est une mauvaise imitation. Mais pour les naturalistes, le fait de se donner comme vocation la nature, c'est ça la vraie imitation. Pourquoi? Parce que d'après les naturalistes, il est impossible de penser l'idée d'une activité artistique pouvant peut-être avoir une identité meilleure que ce que Dieu a déjà fait. Et que parmi ces naturalistes, on a Albert Dürer. Albert Dürer, lui, il dira que l'art réside dans la nature. Qui peut l'en extraire le possède. Plus ton œuvre est conforme à la vie, meilleur ne t'imagine pas que tu puisses faire quelque chose de meilleur que ce que Dieu a fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, pour les naturalistes, il ne peut y avoir absolument pas une production artistique qui serait susceptible d'être supérieure à la production divine. Parce que pour eux, créer quelque chose que Dieu n'a pas créé, c'est impossible. Cela a été appuyé par d'autres naturalistes, à l'exemple de Zexis, à l'exemple de Praxis et autres. Et comme vous le savez, Zexis, il avait peint un tableau que l'on appelle l'enfant au raisin. Mais, ici, c'est pour vous montrer, toujours, la soudure de la conception des naturalistes, d'après laquelle l'art ne serait qu'une imitation, mais une imitation fidèle de la nature, une copie fidèle de la nature. Et que Zexis, après avoir représenté le tableau, qu'il avait dénommé l'enfant au raisin, il avait eu à constater qu'à la fin, lorsqu'il a exposé le tableau, il y a les oiseaux qui sont venus essayer de picorer les raisins. Qu'est-ce qui s'est produit? Une glorification d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que lui, il s'est tenu de dire que j'ai peint les raisins jusqu'à ce que les oiseaux ont eu à confondre ces raisins aux raisins naturels. Donc lui, il s'est contenté sur l'art comme imitation et que sur l'art comme une imitation fidèle. En se glorifiant, il a dit, j'ai mieux peint les raisins que l'enfant. Pourquoi? Parce que s'il avait peint les raisins au même titre que l'enfant, les oiseaux n'allaient pas pouvoir venir parce qu'ils auront à avoir la perception que l'enfant est une réalité réelle. C'est toujours une manière de dire, d'après les naturalistes, l'art ne peut pas transfigurer pour créer quelque chose de meilleur que ce que la nature nous donne. Et que la nature, comme vous le savez, elle vient de Dieu. Praxis, dans cette même perspective, alla jusqu'à peindre le rideau de sa chambre.
Maintenant, lui aussi, il a montré que l'art doit être une imitation, l'art doit être une photocopie, l'art doit être une reproduction et une photographie fidèle de la réalité. Pourquoi? Parce qu'après avoir peint le rideau de sa chambre, il s'est rendu compte en soulevant et en voulant sortir que le rideau qu'il avait peint était le vrai rideau. Lorsqu'il a confondu les deux rideaux, c'est là où encore lui, il a pensé à l'idée d'un art qui serait qu'une simple et nette imitation que l'on se fait de la réalité naturelle. Et que toujours, vous voyez que d'après ces auteurs, l'art serait une photocopie. L'art serait une reproduction, mais une reproduction de quoi? Fidèle de la nature, si vous voulez, de la réalité, si vous voulez, du réel, si vous voulez. Attention parfois au jeu de mots. Quand on vous dit photocopie, imitation, l'art comme mimésie, l'art comme une copie, l'art comme une reproduction, entendez l'idée de l'art comme une représentation de la réalité que lui offre la nature. Mais comme nous le savons, quand on parle toujours de l'origine du beau et que l'on défend la thèse selon laquelle l'art pourrait être une imitation de la nature, dans une autre posture, pour d'autres penseurs, l'art aurait à résider dans peut-être ce qui est au-delà de la nature. Dans ce qui est au-delà de la nature. C'est une manière de vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, que presque d'une certaine manière, Platon a donné raison, ou bien Platon est un peu conforme à ceux-là qui défendent l'idée d'un art comme étant une transfiguration de la réalité apparente. Parce que si toujours d'après les naturalistes, il faut se focaliser d'une manière fidèle à la nature, et c'est l'exemple de Ingres, lui, à chaque fois qui, lorsqu'il conseillait ses élèves, il leur disait peint, dessine, imite. Fût-ce la nature humaine, l'art ne peut jamais être plus parfait que ce que c'est que la réalité, ou bien que ce que nous donne la réalité. Mais, d'après les penseurs qui ont renversé la thèse naturaliste, eux, ils disent que l'activité artistique ne doit pas se réduire à une activité qui demeure une copie fidèle de la réalité. Pourquoi? Parce que l'art ne serait pas, encore une fois, quelque chose qui serait à essayer de reproduire. Pourquoi? Parce que quel besoin avons-nous de revoir les paysages, les animaux et les hommes que l'on voit déjà dans la réalité pour les reproduire dans un tableau d'art pour reprendre Hegel? Il n'y a aucun besoin d'après Hegel. Parce que c'est une réalité que l'on voit déjà. Et que si c'est une réalité que l'on voit déjà, pour ceux qui défendent toujours la conception de l'art comme création, ou bien comme transfiguration, ou comme recréation, l'art doit être un dépassement. L'art doit être un dévoilement. L'art doit être une transfiguration. L'art doit être une négation. Une négation de quoi? De la nature. La différence qui va se poser en est que si, pour les naturalistes, l'artiste va prendre la nature comme modèle, pour les autres, l'artiste doit prendre la nature comme... Si, pour les naturalistes, l'artiste doit prendre la nature comme modèle. Pour ceux qui défendent l'idée de l'art comme une recréation, l'artiste doit prendre la nature comme source d'inspiration. Et si l'artiste, pour cela, doit prendre la nature comme source d'inspiration, l'artiste, en ce sens, doit prendre la nature, partir de la réalité de la nature et essayer de porter et de fonder quelque chose qui lui est propre, quelque chose qui porte sa propre marque. Transfiguration, dépassement, dévoilement, négation. Là où vous voyez cela, on vous parle de l'art comme création, entre guillemets. Transfiguration. C'est une manière de considérer l'artiste comme une négativité négatrice. Pourquoi? Parce qu'il ne se donne pas comme vocation de photocopier, de reproduire fidèlement ce que lui a offert la réalité de la nature. Mais il part de cette réalité, il s'inspire de cette nature pour essayer de la dépasser. Comme nous le savons, si à la sortie, nous allons rencontrer un lion, chacun de nous allait prendre la fuite. Mais un lion ne peut être contemplé, un lion ne peut être caressé dans la vie réelle que lorsque s'il est représenté sur un tableau d'art. C'est une manière de dire que le lion naturel et le lion représenté nous aura même poussé à prendre le tableau sur lequel le lion est représenté et de l'exposer dans notre chambre ou dans notre salon.
Est-ce que quelqu'un d'entre nous a le pouvoir ou l'autorité ou le désir d'exposer un lion même dans sa maison? Absolument pas. Mais un lion bien dessiné peut être exposé dans une chambre ou bien même dans un salon. Qu'est-ce que cela nous montre? Que l'artiste, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit s'inspirer de la nature et essayer de produire quelque chose qui aurait à plaire aux yeux de celui qui regarde, qui aurait à plaire aux yeux de celui qui contemple. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans le début. Le but, l'objectif que se donne l'artiste, c'est quoi? C'est la recherche du beau. L'artiste a tendance à rechercher le beau dans son œuvre. Et quand il recherche le beau, toujours pour ceux qui défendent la conception de l'art comme une recréation ou comme une transfiguration, le beau ne peut se refléter que dès lors que l'on part de la réalité, que l'on part du réel, que l'on part de la nature, non pas la considérer comme modèle, mais la considérer comme source d'inspiration et inspiration par laquelle on va pouvoir produire quelque chose qui aura notre propre marque individuelle. Qu'est-ce qu'on sous-entend? Que si la nature est une source d'inspiration, par cette inspiration, on y rajoute quelque chose qui est quoi? L'imagination, qui découle de l'esprit. L'imagination, parfois, qui découle des sensations que l'on a. Et que si la nature est source d'inspiration, et que cette inspiration va être jointe avec ce qu'on appelle l'imagination, cette jonction-là, cet accouplement entre l'inspiration et l'imagination va faire naître, comme le dit Sawa, un bébé miracle que l'on appelle l'œuvre d'art. Donc la vraie œuvre d'art, d'après ceux qui défendent l'art comme une création ou comme une recréation si vous voulez, émane de cette nature que l'on prend comme source d'inspiration, plus notre propre imagination pour dépasser cette réalité. Emmanuel Kant nous dira en ce sens que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Et si l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, Paul Klee va se lancer dans cette perspective pour dire que l'art ne reproduit pas le visible, mais il rend. Et si l'art se donne pour tâche de rendre visible, c'est par là qu'il va se donner comme tâche d'essayer non pas toujours de copier la nature, mais de la dépasser, de la transfigurer, de la nier, de la dévoiler. Ce dévoilement maintenant que va s'offrir l'artiste va toujours permettre à certains qui essaient de prendre l'art ou bien de partir de l'art pour être engagés, à l'exemple de Charles Baudelaire, lui qui disait, et lorsqu'il s'adressait aux naturalistes, il dira que les naturalistes, ils prennent le dictionnaire de l'art pour l'art. Ils prennent un mot du dictionnaire pour copier un poème, alors qu'un poème n'a pas besoin d'être copié, mais plutôt d'être composé. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Donc, à travers tout cela, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que parfois, il peut arriver à ce qu'on joue avec vous les mots. Par exemple, si on vous dit que l'artiste ou bien la production artistique ne doit pas prendre le réel ou la réalité ou la nature, n'importe quelle expression, comme modèle, mais plutôt comme source d'inspiration. Ne doit pas prendre la nature comme modèle, mais plutôt comme source d'inspiration. Entendez que l'on vous dit cela, que la production artistique doit partir de la nature pour la prendre comme une source d'inspiration, c'est-à-dire pour finir par la transgresser. L'artiste doit-il s'inspirer de la nature? Point d'interrogation. Lisez bien. L'artiste doit-il s'inspirer de la nature? S'inspirer de la nature, c'est-à-dire l'artiste doit-il copier la nature? Tu passes à côté. S'inspirer de la nature, c'est partir de cette nature en essayant et en ayant le vœu de la transfigurer, de la nier, de la dépasser. Attention. L'artiste doit-il prendre la nature, non pas pour modèle, mais pour la recréer? L'artiste doit prendre la nature, non pas pour modèle, mais pour la recréer. Tu penses que recréer la nature, c'est prendre la nature comme telle, l'exposer encore? Hein? C'est dépassé parce qu'on vous a dit modèle. Ne doit pas prendre la nature comme modèle, mais pour la recréer. Recréer la nature, c'est dépasser la nature. On peut jouer avec vous parfois avec les mots. On se comprend? Parler de l'origine du beau, toujours, on parle de la définition de André Lalande.
Hein? Par les œuvres d'un être conscient. C'est toute activité de production du beau. On a dit l'activité, la spécificité de l'art, la production du beau, l'origine du beau. Par les œuvres d'un être conscient. Arrêtons-nous sur les œuvres. Une œuvre d'art, c'est une réalité que l'on essaie de produire, soit pour copier, soit pour transfigurer la nature, pour l'exposer. Mais cette œuvre suscite une interprétation. Parler maintenant de l'interprétation de l'œuvre d'art, chers élèves, c'est parler de deux types d'interprétation, ou bien des interprétations en deux approches. Il y a une approche dite l'approche psychanalyste, il y a une autre qui est dite l'approche sociologique. Parler de l'approche psychanalyste, de l'interprétation de l'œuvre d'art, c'est d'une certaine manière convoquer le père de la psychanalyse, le neurologue allemand Sigmund Freud. Parce que si vous vous rappelez, c'est Freud qui a découvert l'inconscient. Et qu'avec sa découverte de l'inconscient, qu'est-ce que Freud nous a fait comprendre? Que l'idée que l'on avait, l'idée habituelle, la conception habituelle que l'on avait de l'homme, selon laquelle que l'homme est maître de lui-même, que l'homme est responsable de ses actes, cette conception habituelle de l'homme a été renversée d'après la découverte de l'inconscient chez Freud. Et que si par cette découverte de l'inconscient, Freud a eu à diviser la partie mentale de l'homme en trois, c'est-à-dire des parties selon lesquelles il y a le ça, il y a le moi et le surmoi. D'après Freud, il y a peut-être parfois les besoins qui affectent l'homme et ces besoins émanent du ça, qui est la partie inconsciente mentale de l'homme. Et que Freud par là va dire que parfois pour exprimer certains désirs, pour exprimer certaines pulsions, pour exprimer certains plaisirs, l'homme va passer par l'activité artistique. C'est en ce sens que l'on pourrait interpréter l'art d'une manière ou bien par l'approche psychanalyste. C'est en ce sens que Freud va comparer l'artiste avec le fou ou le névropathe si vous voulez. À la seule différence que l'artiste, après avoir pris congé du réel, il va prendre le chemin encore du réel pour retourner et encore résider dans ce réel. À la différence du fou. Mais pourquoi Freud va considérer l'artiste ici comme le fou d'après l'interprétation psychanalyste? Parce que c'est par l'art que l'artiste va se donner le droit d'exprimer certaines de ses sensations qu'il n'a pas droit d'exprimer dans la réalité sociale. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la réalité sociale, elle est définie. La réalité sociale, elle est cadrée sur le surmoi qui représente les interdits sociaux. Et que l'homme, à chaque fois qu'il a des pulsions, l'homme, à chaque fois qu'il a des désirs, et que ces désirs ne doivent pas être manifestés dans l'extérieur ou bien par rapport à son extériorité, et que le pourquoi s'explique par le fait que la société l'interdit, il y a le moi qui va réguler. Le moi qui est la conscience va jouer le rôle de régulateur. Mais si c'est dans l'artiste, si c'est dans l'art, que l'artiste peut se donner le droit de dévoiler, d'exprimer ce qu'il sent, et que cela a été interdit par la société, c'est tout à fait dans l'approche psychanalyste. On en a multiples exemples. Parfois, c'est dans l'art que l'artiste, que le chanteur peut passer pour exprimer ses besoins et que ces besoins, il n'a pas le droit de les exprimer d'une manière sociale. En temps normal, lorsque l'artiste est avec le réel, il n'a pas le droit d'exprimer ses besoins. J'ai toujours l'habitude de donner l'exemple des rappeurs sénégalais. Ils vont se clasher jusqu'à même aller à s'insulter. Mais est-ce que dans la réalité, dans le normal, ils vont s'insulter devant un plateau de télévision? Absolument. Mais ils vont passer, ou bien ils vont se cacher derrière leur art pour avoir la légitimité d'exprimer certaines choses, d'exprimer certaines envies, d'exprimer certains désirs. Et que toujours, comme on a l'habitude de dire, parfois même c'est dans l'art que le chanteur va exprimer aussi ses vœux, ses souhaits. On a toujours l'exemple de Kumba, avec l'histoire de Amadou. Après, elle a fini pour dire. Mais est-ce que naturellement Kumba Gawlo va se donner le droit d'aller au niveau d'un plateau de télévision pour dire qu'il faut? C'est dans l'art que certaines choses sont permises. C'est dans l'art que Balla Gaye 2 et Modou Lo vont pouvoir se donner des coups de poing en game. Et que tout à l'heure, si Balla Gaye était dans la salle en game, nous allons tous se précipiter pour le prendre en vidéo. Mais Balla, ñëpp lay doxantoo ku ko bàyyi.
Alors que pendant des années, pendant des jours et des jours, Balla a eu l'habitude d'être en ngemb et de se donner des coups de poing. Mais est-ce que gis nañ ngemb boobu ñun? Ce qu'on voit, c'est l'art. Et que c'est l'art qui lui permet d'être en ngemb. Balla Gaye sañu doxantoo ngemb. C'est par l'art donc que l'on peut exprimer certaines choses. On peut prendre l'exemple de Souleymane Faye. On en a autant. D'accord? Et qu'à travers cette interprétation psychanalyste, l'artiste va passer par ça. Faire ce qu'il doit faire lorsqu'il est dominé, ou bien lorsqu'il incarne son art. Mais à la fin, il va prendre le chemin de retour. Il quitte le réel. Il prend congé du réel, mais après, il ne va pas tarder à prendre le chemin du retour pour être conforme à la réalité sociale. L'autre exemple, l'autre approche, c'est l'approche sociologique. Parler de l'interprétation de l'œuvre d'art par l'approche sociologique, c'est parler de l'art comme devant être une activité imprégnée de la réalité sociale. Parler de l'art comme étant une activité imprégnée de la réalité sociale, c'est que l'on doit partir de notre art, dévoiler certains mots ou bien certains problèmes de notre société. Et que quand l'art part de l'interprétation de l'approche sociologique, c'est par là que l'on voit que c'est dans l'art que l'artiste peut passer pour essayer de présenter, de montrer d'une manière nette, visible et tangible les réalités économiques, les réalités culturelles, les réalités sociales et même les réalités politiques de sa société. Et que l'on voit toujours à travers la musique, certains artistes y profitent pour essayer de dénoncer ces réalités sociales. Le son de Kër Gi jógu fi. Automatiquement, on voit une femme qui paie les denrées alimentaires. Et que l'on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a un message qui voulait être passé, c'est quoi? C'est la cherté, c'est l'inflation des prix dans le marché. Donc vous voyez que c'est par cette interprétation maintenant sociologique que l'artiste doit se donner le droit d'être quelqu'un qui est intéressé par ces réalités sociales, non pas pour se défendre, non pas pour exprimer parfois ses instincts, mais pour exprimer l'intérêt de la vie collective. Parler de l'art, en parlant de l'origine du beau, en parlant de l'interprétation de l'œuvre d'art, nous pousse toujours à parler du jugement esthétique. Où se trouve le beau? Où se trouve le beau? D'après Platon, le beau se trouve dans le monde intelligible. Où se trouve le beau ici? On peut essayer de répondre par les réponses selon lesquelles que le beau peut se trouver dans l'objet regardé, comme le beau peut se trouver dans les yeux de celui qui regarde. Si nous commençons par dire que le beau peut se trouver dans les yeux de celui qui regarde, c'est par là que nous allons qualifier le jugement esthétique comme étant un jugement subjectif, comme étant un jugement relatif, c'est-à-dire un jugement qui dépend de soi, de soi-même, de la manière dont on conçoit, mais pas de la manière que la chose est. De la manière dont on conçoit, mais pas de la manière que la chose est. Et que parler du jugement esthétique comme relatif, c'est convoquer ce philosophe anglais, David Hume. Parce que David Hume nous a montré que l'idée d'un art, ou bien l'idée d'une beauté qui devait plaire à tout le monde devait être exclue. Pourquoi? Parce que le beau ne peut pas résider dans l'objet regardé. Pourquoi? Parce que d'après la conception de David Hume, là où Mouché Ndiaye ou bien Mouché Gueye vont percevoir de la beauté, Sougou ou Sao peuvent percevoir de la laideur. Et que si là où certains perçoivent de la beauté et que d'autres perçoivent de la laideur, par là le jugement esthétique serait en toute conformité un jugement qui est relatif, un jugement qui est subjectif. Parce que ça dépend de qui? Ça dépend de celui qui juge. Et celui qui juge, c'est celui qui aura à donner son appréciation vis-à-vis de la chose à laquelle l'on retrouve la beauté ou la laideur. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Les goûts et les couleurs ne se discutent. Mais dans une autre posture, cette conception humienne du jugement esthétique a été renversée par Emmanuel Kant. Lui qui va considérer le jugement esthétique comme devant être un jugement objectif. Pourquoi? Parce que Kant a défini le beau comme tout ce qui plaît universellement
sans concept. Quand nous soulignons ce mot concept, nous allons comprendre que par concept se retrouve la sensation, que par concept se retrouve le sentiment, que par concept se retrouve l'interprétation rationnelle. Et que même si Kant a été inspiré par David Hume, il a renversé cette tendance. Parce que, comme vous le savez, c'est David Hume qui a sorti Kant de son sommeil dogmatique. Kant le dit, dans Prologomène à toute métaphysique future, qui prétend se poser comme science, Kant dira, je l'avoue, franchement, ce fut l'avènement de Hume qui, bien voilà, interrompit à mon sommeil dogmatique et qui donna à mes recherches en philosophie spéculative une toute autre direction. Même s'il s'est inspiré de Hume, il n'a pas tardé à montrer que le jugement esthétique doit être un jugement objectif. Parce que quand il dit que est beau tout ce qui se plaît universellement sans concept, le mot concept, encore une fois, si nous nous y arrêtons, nous allons voir que ce concept-là nécessite, ou bien que ce concept renvoie à une inclinaison sentimentale, ou bien à une inclinaison rationnelle. Maintenant, pour Kant, tu dois mettre en écart ta personnalité, tu dois mettre en écart tes intentions et ta considération envers la chose que tu dois juger. Yere monsieur Ndiaye mi rafet na man buma xol lan la séq ak monsieur Ndiaye pour wax ba xam rafet na am rafetu buma xol ba xam Ndiaye neex na ma wala neexuma de d'après Kant. Mais yére bu rafetee rek dafa war a rafet ci man naturellement bu ma xool lu ma séq ak Njaay d'accord? Je ne dois pas voir la considération que j'ai envers Ndiaye. Ou bien, je ne dois pas voir ce qui me lie avec Ndiaye pour dire que c'est beau ou c'est laid. Bu ma xool ni Ndiaye sama xarit la rek ma bëgg lu ko neex ma ni ko rafet na. Pourquoi? Parce que pour Kant, il y a deux types de beauté. Il y a cette beauté qui est dite libre et cette beauté qui est dite adhérente. Cette beauté qui est dite adhérente devrait être exclue dans le jugement esthétique selon Kant. La beauté doit être libre. Manam dafa wara ñew naturellement nga ni li kat rafet na. Lu ma neexul li kat rafet na. J'ai l'habitude de donner l'exemple selon lequel il y a un son qui est sorti lors des élections présidentielles. Tout le monde sait ma position, mais moi j'ai apprécié le son. Tout le monde sait ma position, mais moi j'ai apprécié le son. Pourquoi? Parce que ça peut me toucher librement. Ça peut me toucher d'une manière libre, mais pas à ce que je dois voir le parti qui est développé, le parti qui est chanté. Il y a donc en sens un jugement qui serait donc objectif. Le beau est-il dans le regard ou dans l'objet regardé? Point d'interrogation. Sujet. Le beau peut être dans le regard si on conçoit le jugement esthétique comme devant être relatif. Si on conçoit le jugement esthétique comme devant être subjectif. On va appeler David Hume. Le beau peut être dans l'objet regardé si on conçoit le jugement esthétique comme devant être objectif, et on va retourner chez Emmanuel Kant. Le ou, ça pose problème pour certains. Diviser le sujet. Le beau est dans le regard, le beau peut être dans l'objet regard. Après le jugement esthétique, il y a la problématique des fonctions de l'activité artistique. On en a autant. Parmi ces fonctions, il y a quelle fonction? Il y a la fonction thérapeutique, il y a la fonction sociale, il y a la fonction culture, entre autres fonctions. Quand l'art essaie de faire valoir la fonction thérapeutique, c'est par là que l'art va se donner le droit de revendiquer, de faire apparaître l'identité sociale ou bien l'identité parfois traditionnelle d'un peuple. Et que c'est parfois l'art que l'on passe pour guérir certaines maladies dues à certains esprits. Si on est chez les Lébou, c'est le ndep. Si on est chez les Diola, c'est le bois sacré. Si on est chez les Séré, c'est le Hoy. Et que parfois, il passe traditionnellement par ses œuvres d'art pour exprimer quelque chose, mais dans le but de soigner. L'art peut avoir une fonction culturelle. Au Sénégal, on a l'habitude, on a les coutumes, on a la culture parfois chaque vendredi de porter des boubous traditionnels. Korité Tabaski, boubou traditionnel. Pourquoi? Parce que c'est notre culture d'une certaine manière et que l'on passe par
par l'art. C'est par l'art que l'on passe parfois pour manifester notre appartenance. Socialement aussi, l'art a une fonction principale et que la fonction principale de l'art est que l'art doit être imprégné de la réalité sociale. L'art doit partir de la société et qu'en partant de cette société, essayer d'énumérer, essayer de représenter les maux et les problèmes que vive la société. Et que c'est par là que l'on va résumer en ce sens les fonctions de l'activité artistique en deux principales, à savoir cette fonction engagée et cette fonction non engagée. Parler de l'art comme engagement revient à considérer l'art comme cette activité devant, comme je l'ai dit, prendre cette réalité sociale défaillante, prendre cette réalité sociale négative, de la représenter pour dénoncer les maux de la société. Senghor ne dira autre lorsqu'il dit que nous devons être la bouche et la trompette de nos peuples. Aimé Césaire dira que ma voix est... Donc si par là, toujours, vous voyez que ces écrivains engagés, là où ils essaient de se prendre comme la voix des sans-voix, c'est par là que nous allons voir que l'artiste doit être quelqu'un toujours qui est là, qui est le représentant de la société. Mais au-delà de cet engagement, il y a le non-engagement, ceux pour qui l'art doit avoir pour seul souci, l'art doit avoir pour seul objectif la recherche du beau, parce que pour les Parnassiens, tout ce qui est utile... Et si tout ce qui est utile est laid, peut-être c'est Victor Hugo qui va faire peut-être la réconciliation en disant que l'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès. Et si l'art pour l'art est beau et l'art pour le progrès est encore plus beau, c'est là où on va glisser pour terminer qu'il y a une différence entre l'artiste et l'artisan. Là où l'artiste vise le beau, à travers son œuvre, l'artisan va viser l'utilité. Mais je pense que derrière chaque utilité, on peut rendre cela agréable, c'est-à-dire on peut essayer de joindre l'utile à l'agréable pour permettre à l'œuvre d'art d'avoir une capacité intense et une capacité de pouvoir plaire à tout le monde, à celui qui le contemple, mais aussi et surtout à celui qui aura à essayer de manifester sa véritable personnalité. Une manière, encore une fois, de montrer que l'art, étant le propre de l'homme, va toujours permettre à l'homme de se définir, mais en se définissant, encore une fois, l'homme va se différencier de l'animal. Et c'est cette différence qui nous pousse à peut-être se distinguer de l'animal que l'on va permettre de s'interroger, de s'interroger sur ce qu'on appelle les rapports qui auraient à exister entre nous et nos semblables. Et comme nous le savons, c'est les rapports qui existent entre l'homme et ses semblables qui peuvent bel et bien nous faire parler de l'instance sociale. Parler de l'instance sociale va nous faire forcément parler de la vie sociale. Et c'est cette parole que l'on va porter sur la vie sociale qui va me permettre de donner la parole aux autres qui vont intervenir au niveau de ce domaine de parlant de la vie. waaw ni ñu defee journée de réflexion philosophique bi dañ ci jàppee ne am na benn importance am na benn njëriñ ndax day dimbali peut-être suñu tout tànk yi ñi nga xam ne ñoo ci ñu raq ñu mën a xam lan mooy base programme bi mais aussi xam lan mooy point yi nga xam ne ñoom ñoo gën a essentiel ci programme bi et que xam-xam boobu noonu moo ñu pousse ñu organiser lii et que comme ni ñu ko amee habitude di def comme ni ma ko waxee chaque année dañ koy def pour dimbali leen dañ koy def pour permettre leen ñu mën a am dara ak li nga xam ne ñoom mën nañ koo sotti comme argument ak comme idée comme xam nañ ko programme mënuñu koo jàngale sax parfois ci année bu lëmb waaye mën nañ tënk li nga xam ne moom mooy yi gën a am solo exposer leen ko wax leen moom mooy lan wax leen nan ngeen di jaare ñu def leen rappel ci méthodologie gi yëpp ak mbas bi ni mu taxee am na ñoo xam ne terminé wuñu seen programme ñun jot nañ ci ay reproches yu bëri ñun jot nañ ci ay laaj yu bëri waaye li ma leen di conseiller rek mooy ñu jéem a dem bu dee fii ak mercredi xaj na fi ñu jéem a dem li ma leen di conseillé tamit mooy su dee am na loo xam ne tënku nañ ci te am ci yaakaar tamit nañ ci tënku gën a xam ne mooy lan parce que loolu tamit war na tax ñu xoolaat ñu saytuwaat ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon programme bi waaye tamit bu ñu leen di saytu tamit war nañu saytu ba xam conditions yi nga xam ne waroon na leen a mën a permettre pour ñu terminer programme bi est-ce que conditions yi réunir woon nañu donc li ma leen di gën a conseillé mooy ñu jàpp fi boobu parce que tamit loo jàpp-jàpp dana tax non seulement nga respecté mesures yi te respect boobu noonu moom moo ñu yóbbee ci lii mais aussi boo ko respecté tamit ça va te permettre nga am li nga xam ne moom mooy benn gëm-gëm bi nga xam ne moo nekk ci yow ba nga xam ne lépp lu la mën a jox di nga ko mën a affronter. waa kàddu gu mujj di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam ni ñu taxaw am nañ fay anciens élèves di remercier suñu famille di remercier aussi ñi nga xam ni ñoo fawandoo
ba ñoo jàpp ci loolu. Ce sont des amis ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale ba ñu am disponibilité fii ñu ko defee, mais aussi di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñoo ci jàpp, la presse, les amis, les collègues, ñëpp ni leen remercier, et que di lancer encore une fois un appel aux élèves d'être prudents, mais aussi ñu xam choix bi ñuy def pour ne pas qu'ils choisissent à l'avance, mais balaa ñoo choisir nañ dem ba gis li nga xam ne moom lañ leen jox pour mën a choisir, ndax tënkal nañ leen lépp li nga xam ne moom moo gën a essentiel ci programme bi. L'importance de la journée d'aujourd'hui pour moi réside du fait d'essayer de préparer les élèves de classe de terminale qui en ont besoin, comme nous avons l'habitude de le faire chaque année, d'essayer de partir avec eux des points les plus bas, mais aussi les points les plus essentiels pour leur servir. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons tous, ils préparent des échéances prochaines qui sont les anticipés de philosophie. Et je pense que l'importance, comme je l'ai dit, aurait résidé à leur permettre de se préparer et de mieux être armés en arguments et en idées philosophiques. C'était ça, d'une certaine manière, ce qu'on retrouve comme l'importance de la journée. Et comme on a toujours l'habitude de faire, on le fait et on en voit quelque chose comme un résultat positif. Et que toujours, comme je dis, c'est par ce résultat positif que l'on a toujours tendance à essayer, encore une fois, de mettre en place ces initiatives afin, encore une fois, de mieux servir les élèves. Bon, avec la situation, comme nous le savons, la situation a rendu catastrophique la situation que nous vivons quotidiennement. C'est la raison pour laquelle les élèves ont assisté à une régression intellectuelle. Quand je parle de régression intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose dans la tête, mais avec l'effet du confinement, ils ont peut-être oublié certaines choses. Et c'est l'une des raisons qui nous a même poussé à organiser cela. Maintenant, le conseil que je leur donne, c'est d'être apte mentalement. Être apte mentalement, c'est avoir d'abord la croyance en soi, c'est d'avoir d'abord la foi en soi, mais aussi être apte sur l'agencement des idées, peut-être de respecter tous les conseils édictés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi d'être apte. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont besoin, c'est le bac. Et pour avoir le bac, ça commence par essayer de s'interroger et de s'intéresser d'une manière nette et d'une manière conforme à ce qu'on leur a donné afin qu'ils puissent s'en sortir. Bon, pratiquement beaucoup d'élèves n'ont pas terminé le programme. Encore une fois, c'est l'une des raisons qui nous a poussé à organiser cette journée de réflexion. Je pense que le conseil que je leur donne, c'est peut-être de réviser s'il y a lieu, de réviser s'il est possible autant qu'il leur reste, mais aussi ce ne sera pas évident et que je pense qu'il y aura peut-être une reproche qui devait être faite à l'endroit de ceux qui ont tenu peut-être enseigner le programme, mais aussi il faut voir que derrière toute reproche, il faut voir la situation et que est-ce que aussi les mesures ont été réunis pour permettre au programme d'être terminé par les enseignants. Ça aussi, c'est une autre question. Mais tout ce que je leur conseille d'ici mercredi, c'est de réviser tant qu'il y a la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'apprendre la philosophie, ou bien savoir de ce que c'est que la philosophie est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les interventions qui se font.